Au sommaire ce soir, tout d'abord un cocorico pour Sébastien Amier qui a remporté la Coupe du Monde de slalom aux dépens d'Alberto Tomba. Les préparatifs du sommet antiterroriste de mercredi alors que Yasser Arafat accentue la répression du Hamas. La tension entre Pékin et Taïwan où les autorités ont décrété des mesures de défense civile. Le climat de violence en Corse et la polémique qui agite actuellement l'Argentine où la sulfureuse Madonna interprète à l'écran le rôle d'Evita Perón. Madame, Monsieur, bonsoir. Après ses déboires en Coupe du Monde en Espagne, le skieur français Sébastien Amier a donc pris sa revanche en remportant aujourd'hui en Norvège la Coupe du Monde de slalom devant le roi des épreuves techniques, l'Italien Alberto Tomba, qui en bon carabinier est arrivé un tout petit peu en retard. Thierry Clopo. Quand il passe la ligne ce matin en deuxième position sur la piste d'Affiel, Sébastien Amier n'en croit pas ses yeux. La Coupe du Monde de slalom, elle est pour lui, même s'il a eu beaucoup moins de travail que prévu. Il faut dire qu'Alberto Tomba lui a donné un petit coup de pouce. Le gros chat, contrairement à ses habitudes, ne s'est pas frisé les moustaches. Un coup de pompe, dû à la fatigue des championnats du monde de Sierra Nevada, et à l'arrivée une petite troisième place avant le départ de Sébastien. Pour le Savoyard, qui a réalisé le meilleur temps de la première manche, le calcul est simple. S'il veut gagner cette Coupe du Monde de slalom, une quatrième place lui suffit. Sébastien pourrait alors se contenter d'assurer, mais ce n'est pas dans son caractère. Ses copains de Pralognan le disent, quand Bastoun cette saison a les bâtons en main, c'est un véritable tueur. C'est une deuxième manche où on n'a pas le droit à l'erreur non plus, et je crois que j'ai bien résisté à la pression. J'ai skié comme il fallait, avec les jambes et la tête. Et c'est super parce qu'aller chercher déjà une deuxième place aujourd'hui, et puis plus ça, c'est fabuleux. Et cette coupe, il voulait la gagner à tout prix. Après la déception de sa 6e place au championnat du monde, Sébastien a pris tous les risques, même si cela ne s'imposait pas forcément. C'est vrai que depuis le début de l'année, Sébastien, il skie en confiance. Pas une seule sortie de piste et une régularité dans les 5 premiers de métronome. À l'arrivée, cela fait une deuxième place, juste derrière Sikora, l'Autrichien, et c'est largement suffisant pour chipper le globe de cristal de slalom à Alberto Tomba. Moi qui ai 24 ans, j'ai encore de belles années devant moi. Lui qui en a bientôt 30, je pense qu'il est sur, peut-être c'était cette dernière année, peut-être qu'on le reverra l'année prochaine. Je l'ai fait avant qu'il arrête et ça restera gravé dans la mémoire de tout le monde et ça j'en suis super content. La grande fierté d'Amier, et d'ailleurs le dernier Français à avoir remporté une Coupe du Monde de slalom, c'était Jean-Noël Augère, il y a 24 ans. Et à l'époque, le petit Sébastien de Pralognan n'était pas encore né. Battu par Tomba lors de la récente Coupe du Monde en Espagne, Sébastien Amier s'était alors saoulé pour oublier. Ce soir, je suppose qu'il ne boira pas que de l'eau. Du côté de Pralognan, le Genépi a coulé à flot pour fêter la victoire de l'enfant du pays, surnommé, on l'a dit, Bastoun. Reportage Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Café de Bocheur à Pralognan, le fief de la famille Amier. Il est 13h05. Les amis, les fidèles de Sébastien retiennent leur souffle. Quelques encouragements, beaucoup d'angoisse, suivis d'une immense explosion de joie. Sébastien, 23 ans, l'enfant du pays, Bastoun, comme on l'appelle ici, a donc atteint la plus haute marche du podium. Le voici numéro 1, vainqueur d'Alberto Tomba. On est quand même un tout petit pays, Pralognan, d'avoir un champion de ce niveau-là. Et surtout que, en plus de ça, que ça tombe sur mon fils. C'est sûr qu'on est extrêmement ravis. Moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Pour les anciens qui l'ont vu grandir, pour les moniteurs qui l'ont vu débuter sur les planches, mais aussi pour les jeunes qui voient en lui un héros, il est bien difficile de retenir son émotion. Photos, écharpe tricolore, bouteille, Bastoun est omniprésent. C'est le petit Savoyard qui a grimpé petit à petit, qui a gardé tout un peu la nostalgie de la Savoie. C'est un peu notre fils, quoi. On l'aime. Donc, essayer de l'aider. Cette victoire, c'est la victoire de Pralognan et c'est aussi la consécration pour un champion. Un jeune homme opiniâtre, têtu, travailleur, mais aussi humain et généreux. Si aujourd'hui il avait fait 2, ça aurait été bien, mais j'aurais eu le cœur gros pour lui parce que veut dire, il a bossé, il a travaillé dur pour ça. Il s'est toujours, il n'a jamais baissé les bras et ça. Aujourd'hui, Bastoun est au sommet, il a tracé la voie et ses jeunes disciples sont déjà prêts à le suivre. Grande première politique en Israël. Au lendemain du sommet antiterroriste de mercredi réuni en Égypte, le président américain Bill Clinton participera en effet jeudi donc à Jérusalem à une réunion du cabinet de sécurité israélien. Ce matin, au Conseil des ministres, les dirigeants israéliens ont accordé une sorte de satisfecit à l'autorité palestinienne pour la lutte menée contre les activistes du Hamas qui ont annoncé d'autre part leur intention de continuer les attentats suicides. Sur l'ambiance à Jérusalem,
Reportage pour France 2, Olivier Lerner. Un dimanche ordinaire ou presque, avec seulement une alerte à la bombe dans cet autobus qui s'est arrêté juste sous nos fenêtres. Circulation bloquée 30 minutes. Les démineurs ont trouvé un sac abandonné par inadvertance, fausse alerte. Le dimanche en Israël, c'est comme un lundi en France, mais les autobus sont encore roulés à vide aujourd'hui. La sécurité partout renforcée n'est pas jugée suffisante par les usagers. Les militaires sont visibles à chaque coin de rue. Certains autobus ont même été quasiment escortés par des voitures de police. À la gare centrale de Jérusalem, ceux qui partent et ceux qui restent s'embrassent comme s'ils ne devaient plus se revoir. Une atmosphère pesante. Prendre le bus en Israël n'est plus tout à fait un acte banal. Les chansons gaies sont jouées de façon triste. Au centre-ville, les commerçants vivent au ralenti, placés sous haute surveillance. Marcel, le coiffeur, a vu son chiffre d'affaires baisser sensiblement ces derniers jours. Mes clients se comportent avec beaucoup d'énervement. Il y a moins de travail. Les gens sortent moins. Ils n'ont pas de sécurité. Les gens dans les stations d'autobus ont très peur. Et comme vous voyez, dans le quartier qui est le plus populaire de Jérusalem et le moins populaire à présent. Depuis 3 semaines, c'est le premier dimanche sans bombe dans Jérusalem. Les Israéliens sortent moins, les terrasses des cafés sont vides. On a bien remarqué ici depuis quelques jours que tout le monde en fait avait modifié son mode de vie. Et il en sera ainsi jusqu'à nouvel ordre. À Jérusalem, l'opposition de droite a qualifié de production un grand spectacle le sommet antiterroriste de mercredi, un sommet auquel ne participera pas le Liban et encore moins l'Irak, pour qui cette réunion est, je cite, une comédie destinée à perpétuer la mainmise de Washington sur la région. Même critique de la part du colonel Kadhafi, alors que les dirigeants syriens ont eux aussi décidé d'ignorer ce sommet de Sharm el-Sheikh. C'est bien évidemment le mouvement Hamas qui sera mercredi figure d'accusé numéro 1. Ce mouvement concurrent de l'OLP avait été soutenu un temps en sous-main par le gouvernement israélien. Commentaire de notre correspondant permanent, Charles Anderlin. C'était la dernière apparition publique du commando Azzedine el-Qassem, la branche armée du Hamas. Ces hommes jurent de venger Yehia Ayash, le fabricant de bombes tué par les services israéliens. La suite, on la connaît. Pourtant, en 1967, lorsqu'Israël occupe la bande de Gaza, l'ennemi pour les Israéliens, c'est l'OLP et ses fédéines. Certainement pas la confrérie des frères musulmans. L'administration militaire va jusqu'à financer en 1982 la construction de ce bâtiment, l'Union islamique. Des intégristes expulsés d'Égypte ont même le droit de s'installer à Gaza. Les Israéliens voient d'un bon œil ces religieux qui, pensent-ils, ne s'occupent pas de politique. Décembre 87, les mosquées où l'armée israélienne hésite à pénétrer deviennent le foyer de l'intifada. Le Cheikh Ahmed Yassine, un disciple des frères musulmans, crée une nouvelle organisation, le Hamas, acronyme de zèle. Son objectif, la lutte à outrance contre Israël, considéré comme un corps étranger en Palestine, arabe et islamique. Le Cheikh Yassine n'est arrêté qu'en mai 89 et condamné à la prison à vie pour le meurtre de 2 soldats israéliens. C'est la guerre, le Hamas se lance dans une véritable guérilla urbaine, souvent en coordination avec le Fatah de Yasser Arafat. Décembre 92, après le meurtre d'un policier, Yitzhak Rabin commet l'erreur d'expulser 400 leaders intégristes au sud Liban, où pendant 1 an, ils font un véritable stage sous la houlette du Hezbollah pro-iranien. Mais après la signature des accords entre Israël et l'OLP en septembre 93, le Hamas se retrouve face à Israël et à la police de Yasser Arafat. Un premier affrontement interpalestinien à Gaza est suivi d'une politique d'apaisement qui sera un échec. L'organisation intégriste rejette toute entente avec Israël et Arafat est devenu son ennemi. La tension monte en mer de Chine. Les autorités de Taïwan ont en effet décrété aujourd'hui des mesures de défense civile, de crainte d'un conflit avec la Chine continentale. Cela à la suite de l'annonce par Pékin
de son intention d'organiser à partir de mercredi de spectaculaires manœuvres navales au large de l'île nationaliste. À tout hasard, le porte-avions américain Independence et sa flottille de protection vont se rapprocher des côtes de Taïwan dans les jours à venir. Le secrétaire d'État américain, Warren Christopher, a prévenu, je le cite, que si la Chine essayait de régler le problème de Taïwan par la force, il y aura de très graves conséquences. Sur l'ambiance à Taïwan, reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Tristan Lebras. Manifestation des indépendantistes cet après-midi à Taipei devant le mémorial de Chiang Kai-shek qui, défait par les communistes, s'était réfugié ici en 1949. Aujourd'hui, les nationalistes de Taïwan n'ont pas peur de la République populaire de Chine. Ce ne sont que des menaces. Ils n'ont pas assez de pouvoir. Les essais de missiles chinois vers Taïwan semblent avoir donné un nouveau départ à la campagne électorale pour la première élection présidentielle. Ces missiles ont atteint leur cible en bordure des eaux territoriales, mais pas leur objectif psychologique. Ces essais militaires chinois, juste avant l'élection, ne sont pas très élégants, explique Chen Lu-han, candidat indépendant, qui affiche sa confession bouddhiste. Pékin annonce de grandes manœuvres aéronavales à partir de mardi au sud du détroit de Taïwan, mais les dragons de la campagne électorale continuent de narguer le grand frère. Des Chinois ne devraient pas combattre d'autres Chinois. Après tout, nous sommes les mêmes. Chaque flamme porte un espoir, répètent les haut-parleurs de ce meeting qui se termine dans le recueillement. Un espoir de paix dans cette période de crise avec Pékin. Pour moi, personnellement, pas de panique, hein? Pas de panique, pas du tout. Il y a aussi des Taïwanais qui s'inquiètent. Vous voyez ce billet de 100 $, on n'en trouve plus dans les banques de Taïwan. Ça prouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris leurs précautions pour pouvoir partir du jour au lendemain. De là à dire qu'il y a un mouvement de panique, non. Le sentiment qui domine dans la population, c'est plutôt la frustration et la colère face à ces gesticulations militaires de Pékin qui voudraient perturber une élection présidentielle à laquelle ils sont très attachés. Autre souci pour les autorités de Pékin, la résistance populaire au Tibet, à l'occasion du 37e anniversaire du soulèvement du peuple tibétain à Lhasa contre l'invasion des militaires chinois. Le drapeau du Tibet a été hissé dans quelques 400 communes d'Europe, notamment Toulouse ou encore Strasbourg, comme ici sur ces images, alors qu'un rassemblement de protestation était organisé aujourd'hui à Bruxelles. Vincent de Guyenne et Jean-Michel Mier ont vécu cette journée en compagnie de la délégation des Tibétains de France. Alors, ils seront en vente, hein, Ils attendent ce moment depuis des semaines. Cette fois, ça y est, ces associations vont soutenir le Tibet à Bruxelles. Les drapeaux sont prêts, M. Dakpa les a finis. Sa fille, Diki, a tenu elle aussi à célébrer le 37e anniversaire du soulèvement tibétain contre l'occupation chinoise et la chute du Dalai Lama. Je crois que c'est un jour très important pour nous, c'est un jour national, entre guillemets, puisque malheureusement on n'a plus de pays. Hein. C'est très important de dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on est un peuple, qu'on a notre culture, notre langue, et qu'il ne faut pas qu'elle disparaisse. Diki n'est pas né au Tibet. D'ailleurs, seuls les anciens sont nés là-bas. Les autres ont vu le jour en Inde, terre d'exil, ou en France, pour les plus jeunes. Mais la culture est intacte, transmise, comme l'hymne national tibétain. Changement de ton devant l'ambassade de Chine à Bruxelles. Freedom, Freiheit, liberté, dans toutes les langues de l'Europe, ils étaient plusieurs milliers ce midi à réclamer un Tibet libre, haut et fort. On veut crier comme ça, être libre de crier, parce qu'au Tibet c'est pas comme ça justement. Non loin des Allemands et des Italiens, une poignée de Hongrois défile aussi, perdus dans la foule. Il y a quelques années, on a eu le même genre de problème, comme au Tibet aujourd'hui, et on sait ce que c'est. Perdue dans la foule aussi, la sœur du Dalai Lama, à qui ce genre de démonstration de solidarité a donné du baume au cœur. Notre cause n'est pas perdue, parce que nous avons un tel soutien avec tous ces gens venus de tous ces pays. Je suis très heureuse. Nous espérons que ce soutien grandira encore et qu'un jour enfin, nous retournerons vivre dans un Tibet libre. La manifestation s'est terminée par une prière de paix devant le Parlement européen qui comptait aujourd'hui quelques drapeaux de plus. L'occasion de vous signaler la publication chez Ramsay de l'autobiographie de la sœur du Dalai Lama que vous venez de voir sur votre écran, un livre intitulé « Tibet, mon histoire ».
En Bosnie, Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes bosniaques, s'est accordé un week-end de repos pour aller faire du ski sur les pentes d'une montagne proche de Palais, en compagnie des élèves officiers de la garde nationale serbe de Bosnie. Inculpé, je vous le rappelle, de crimes de guerre par le tribunal pénal international de La Haye, Ratko Mladic a affirmé qu'il n'avait jamais fait la guerre contre la population civile bosniaque ou croate et que son armée avait toujours combattu en accord avec les conventions du droit militaire international. En Corse, un commerçant a été tué hier soir d'un coup de fusil de chasse sur le pas de sa porte dans un village à une soixantaine de kilomètres au sud d'Ajaccio. Pour les enquêteurs, ce crime n'aurait aucune connotation politique. En moins de 24 heures, 3 personnes sont décédées de mort violente en Corse. Ce commerçant, donc, le président du tribunal administratif de Bastia, retrouvé étouffé hier matin sur une plage, et un militant nationaliste à Sartène. Reportage de nos envoyés spéciaux à Ajaccio, Michel Fine et Frédéric Delarue, sur la reprise des violences dans l'île. Pierre Poggioli a été longtemps l'un des dirigeants du FLNC. Il l'a quitté en 1989 pour fonder son mouvement, l'ANC. Aujourd'hui, Pierre Poggioli ne se déplace plus sans ses gardes du corps. Il y a 2 ans, il échappait de peu à un attentat. Aujourd'hui, il vit sous la menace. Cet après-midi, à l'hôpital d'Ajaccio, il est venu rendre visite à un militant blessé il y a 2 jours dans un guet-apens. Yves Manunta portait un gilet pare-balles. Dans sa voiture, les policiers ont découvert une grenade. Si moi-même, demain, on me trouve dans une rue d'Ajaccio, je ne pense pas qu'on me trouvera les bras croisés. J'ai quand même ma vie qui est en danger en permanence et je ne crois pas que je vais me promener dans les rues d'Ajaccio les mains dans les poches. La meilleure preuve, c'est que depuis 2 ans, je ne suis pratiquement plus dans les rues d'Ajaccio. Comment vous arrivez à vivre depuis 2 ans de cette façon-là ? Je crois que je vis grâce à mes principes politiques et grâce à mes convictions. Ça s'arrête là. Le danger pour l'ANC, c'est que l'État ait choisi pour l'instant de négocier avec une seule des composantes du mouvement nationaliste, celle qui représente le FLNC Canal Historique. Le danger, c'est enfin que sur les 15 assassinats de nature politique commis en Corse depuis le début de l'année dernière, aucun, à ce jour, n'a pu être élucidé. Si l'on en croit un sondage de l'Institut CSA publié demain par Le Parisien, près d'un Français sur 4, 24% très précisément, souhaitent que la Corse devienne indépendante contre 61% qui désirent la voir rester française. Drame de l'alcoolisme en Haute-Marne, à Chaumont, une querelle familiale s'est terminée tragiquement avec la mort d'une mère de 8 enfants et l'arrestation de 2 forcenés, le mari et l'un des fils maîtrisés par le GIPN après 10 heures d'embuscade. Marie-Hélène Bonneau. Le drame a commencé ici hier soir par une violente dispute. Selon la police, les 2 hommes, un père et son fils, étaient en état d'ébriété. La police, alertée, a essuyé plusieurs coups de feu. Et ce n'est que ce matin à 4h30 que les hommes du groupe d'intervention de la police nationale ont maîtrisé les 2 forcenés. Les policiers ont retrouvé dans l'appartement le corps de la mère, une femme de 45 ans, tuée d'une balle. Et pendant l'assaut, un policier a été blessé. C'était impressionnant. J'étais dans l'appartement avec mon fils de 7 ans et c'était difficile à la fois de contrôler ses réactions et de contrôler les miennes en même temps. L'homme a été maîtrisé avec des grenades. Son fils, âgé de 18 ans, s'était lui rendu une demi-heure plus tôt. Dans l'appartement, les policiers ont retrouvé des armes. Le père, âgé de 49 ans, est un ancien maçon au chômage. On s'est connus tout jeunes tous les 2. Il était comment? Gentil quand il n'avait pas bu. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue. L'enquête devra déterminer qui, du père ou du fils, est l'auteur du meurtre de la mère. La famille compte 8 enfants âgés de 11 à 25 ans. 3 handicapés ont trouvé la mort cette nuit dans l'incendie qui a entièrement détruit une annexe d'un centre hospitalier et psychiatrique à Rambervillers dans les Vosges. 3 autres personnes ont été blessées, dont un pompier. 15 pensionnaires handicapés physiques ou mentaux dormaient au moment de ce drame dans cette annexe dont les équipements de sécurité étaient apparemment conformes aux normes selon les premiers éléments de l'enquête. Dans notre grande série, on n'arrête pas le progrès. Dans certaines églises catholiques des États-Unis, la Sainte Communion est désormais distribuée en packs individuels et portatifs. Reportage de notre correspondant permanent, Philippe Gassot. C'est l'heure de la messe à Baltimore. À première vue, dans cette église baptiste, l'ambiance est à la ferveur. La tradition est respectée. On chante Dieu en chœur et en mouvement.
Ce qui rend l'office différent, ce n'est pas cela, c'est ça. À l'heure de la communion, la tradition a pris un coup de jeune. Révolutionnaire. Dans ces plateaux, la Sainte Communion est conditionnée sous emballage plastique, de quoi surprendre les plus blasés. Chacun a sa ration individuelle de nourriture sacrée. Le pain et le vin, le corps et le sang du Christ, tout droit sortis du salon de l'emballage. Ceci n'a rien d'irrespectueux, c'est la Sainte Communion, version moderne. Qu'importe le conditionnement. Pour les fidèles, cela n'enlève rien au mystère. Pourquoi avez-vous choisi la communion moderne? On a choisi la nouvelle parce que ça coûte moins. On économise parce qu'on peut utiliser ce qui reste. Je pense que c'est facile, c'est moins d'embarras. Tout est dans un seul emballage. Avant, on avait le pain dans une main et le vin dans l'autre, parce que quand il passait, le pain était au milieu de l'assiette et il fallait le prendre. Et il y avait le vin aussi, alors que maintenant, c'est plus pratique. La communion préemballée, c'est une hostie sur le dessus. Le vin se trouve dans ce petit récipient. En dessous, le tout est serti. Ça permet d'économiser du personnel. C'est plus hygiénique. C'est peut-être ça l'avenir. La nuit dernière à Melbourne, Jacques Villeneuve a largement dominé le Grand Prix d'Australie, la première épreuve du championnat du monde de Formule 1, mais il a dû laisser la victoire à son coéquipier Damon Hill. Une chose est sûre, le fils de Gilles Villeneuve n'a pas fini à 24 ans de marcher sur les plates-bandes de ses aînés. Laurent-Frédéric Bollet. C'est comme s'il y avait deux vainqueurs, pas facile de les départager. Damon Hill a gagné, mais c'est Jacques Villeneuve qui a dominé. Et les 150 000 spectateurs australiens ne s'y trompent pas, ils lui réservent la plus belle ovation. Le Canadien a été stupéfiant pour son premier Grand Prix. À 24 ans pour ses débuts, il a signé le meilleur temps des essais, le meilleur tour en course. Il a mené 50 tours sur 58. Oui, cela relève du prodige. Villeneuve qui ne se désunit pas après un ravitaillement raté et qui redouble Damon Hill. Manœuvre osée mais superbe, la marque des grands. Villeneuve qui ne commet qu'une petite erreur, mais qui la rattrape de façon magistrale. Là, il a ressemblé à son père, mort il y a 14 ans. Villeneuve qui finalement baisse pavillon à cause d'une imperceptible fumée blanche, une fuite d'huile, il faut ralentir. Damon Hill passe à 5 tours de la fin, mais c'est Jacques qui a conquis tout le monde. C'est bien sûr une déception que de mener la course et de devoir ralentir. Mais bon, je me suis bien amusé, ça a été une belle bataille avec Damon, et on a prouvé que la Williams était sans doute la meilleure voiture. Et s'il fallait trouver une autre preuve au talent incroyable de Villeneuve, ce ne serait pas dans cet accident au départ où Martin Brundle s'en sort miraculeusement. Non, ce serait dans le fait que Jean Alesi, au bout de 9 tours seulement, commet une erreur de jeunesse qui provoque son abandon. Alesi qui a 103 Grands Prix au compteur, mais qui a semblé moins expérimenté que le Canadien. Avec l'abandon de Schumacher, Hill et Villeneuve annoncent donc la couleur. Mais grâce aux Québécois, c'est un vrai coup de fraîcheur qui souffle sur la F1. Le dicton du jour, à la Saint-Vivien de Clo-Clo, on se souvient. Le 11 mars 78, Claude François disparaissait tragiquement. Une soixantaine de membres du fan club de Claude François ont quitté Harfleur, près du Havre, pour un voyage hommage sur les traces de leur idole. Reportage Valérie Gastruc, Denis Pardano. Clo-Clo sur tous les murs, nous sommes chez le président du fan club de Normandie. Thierry collectionne tout ce qui touche à son idole, les photos bien sûr, Martine Clémenceau. Les disques aussi, il en possède plus de 200. Et bien le disque préféré, c'est celui-là, 17 ans, parce que je l'ai connu à 17 ans. Claude François, c'est toute sa jeunesse, ses premiers amours, les sorties en boîte. Mais ce soir, pas de discothèque. Demain, Thierry part en pèlerinage sur la tombe de Clo-Clo. Il va donc sélectionner les meilleures vidéos pour le voyage en car. Dans le car, nous y sommes. Le fan club est en route pour Danemois, là où vécut Clo-Clo, ambiance disco, avant l'arrivée au cimetière. Minute de silence, fini les chansons. Le fan club d'Harfleur se recueille pour le 18e anniversaire de la mort de l'idole. La traditionnelle gerbe est déposée, mais quelques regrets se manifestent quand même. Cette fan de la première heure aurait bien aimé avoir le privilège de déposer elle-même la gerbe, mais désormais... Chacun son tour. Chacun son tour. Non loin du cimetière, la demeure de Claude François. Avant le repas, une courte halte au stand de souvenirs.
Les gadgets, alors il y a des t-shirts, il y a des... Ce qui n'existait pas l'année dernière, c'est de la peinture. Enfin, ça a été fait sur peinture, Claude François au bord de la piscine. Mais le clou de la journée, c'est le repas dans la salle à manger du chanteur. S'asseoir à la même table, danser dans la même pièce, pour les fans, Clo-Clo est un peu éternel. Quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Un nouveau et grave souci pour le chef du gouvernement italien qui pourtant n'en manque pas. Figurez-vous que le petit village de Seborga en Ligurie, à une quinzaine de kilomètres de Ventimille, a décidé de faire sécession et de demander son indépendance. Les habitants de Seborga voudraient en effet voir revivre la principauté de leurs ancêtres. Reportage Yasmina Farber, Philippe Morel. Dès l'entrée dans Seborga, quelque chose vous dit que vous n'êtes pas vraiment dans un village italien ordinaire. Un drapeau, une frontière, simple folklore touristique pas vraiment. Seborga, une bourgade de 362 habitants, s'est autodéclarée principauté. Le prince, c'est lui, Giorgio Ier, à la tête de Seborga depuis 30 ans, mais officiellement élu par ses concitoyens en avril dernier. Un coup de tête basé sur l'histoire du village. Ça, c'est une ancienne principauté. C'est très sérieux. C'est une principauté cistercienne, l'unique territoire souverain de cisterciens, de 1118 jusqu'à 1729. Une principauté de moines et de chevaliers templiers qui va se perdre ensuite dans des cessions sans véritable acte de vente. Du coup, la fibre patriotique renaît, la principauté recrée sa monnaie, le Luigino, un petit louis qui vaut 30 francs, valable chez plusieurs commerçants de la région. Les touristes peuvent aussi acquérir leur passeport souvenir, signé par Giorgio Ier. Seborga a ses institutions, un gouvernement de 19 ministres, un parlement de 28 chevaliers prieurs et un garde fidèle. C'est un honneur d'être le garde de la principauté? Oui, pour moi, oui. C'est un honneur incroyable, comme un garde de Monaco, je pense. Un bastion princier très visité par des descendances royales, comme celle des Allemands Hohenzollern, charmés. Les adultes ont aussi envie d'entendre des contes de fées. Seborga, c'est vraiment un conte de fées pour adultes. Dans la réalité, Giorgio Ier défendra le statut de Seborga jusqu'au bout pour devenir un paradis fiscal à 25 km de Monaco, mais surtout un havre de paix perdu au milieu des mimosas. Début demain, des présentations de prêt-à-porter pour l'hiver 97. L'occasion en compagnie de Marie-Josée Le Picard et de Didier Rancoeur d'un coup de projecteur sur l'une des créatrices les plus douées de sa génération, Véronique Leroy. Une collection qui se prépare dans la fièvre, mais vous allez le voir, pas forcément dans le confort. 45 mètres carrés, c'est l'espace où Véronique Leroy travaille pour faire sa collection de mode avec ses collaborateurs. Il y a 2 personnes qui cousent à la machine, qui montent tous les prototypes. J'ai Christian qui est mon assistant modéliste, Petra qui est en stage avec nous pour la saison, Valérie mon assistante sur qui je fais tous les essayages, il y a Jérôme qui s'occupe du commercial et Géraldine. Il y a le chien qui fait trébucher. Il y a aussi les amis qui entrent et qui sortent et donnent un avis et un coup de main et font les dernières courses. Un matin, enfin, on apporte les modèles terminés dans un studio prêté pour y faire les essayages et le choix des mannequins. Ce sera une journée café. Le premier thème, c'est comme une petite armée. Ce ne sont que des robes structurées. Il y a les manteaux de fourrure qui vont par-dessus les robes un peu plus courtes. Et là, c'est les nouvelles riches de Moscou. Elles sont devenues riches. Expliquer le thème Nouvelle Russie de la collection aux financiers associés, répondre à une interview. Oui, c'est ça qui est sexy. C'est radical, je crois. Mais simplement. Et les mannequins toute la journée, et les modèles. Demain, les défilés commencent. Demain, ce sera le succès. Eva Duarte Perón, Evita pour les intimes, la camarade de jeu de Juan Perón, a été ravie prématurément à l'affection du peuple argentin en 1952. Depuis, la femme de l'ancien dictateur est l'objet là-bas d'un véritable culte. Et beaucoup d'Argentins et d'Argentines sont scandalisés
que Madonna, la sulfureuse, ait été choisie par le cinéaste Alan Parker pour incarner Eva Perón à l'écran. Alors, Evita, Madonna, même combat? Réponse Bruno Albin. Alan Parker, songeur, et il y a de quoi. En Argentine, il joue avec les symboles, autant dire qu'il joue avec le feu. Hier soir, il faisait défiler les fantômes de la dictature péroniste devant le palais présidentiel de Buenos Aires. Ce n'est pas rien. Mais surtout, il se payait l'audace de ressusciter Eva Perón sous les traits de Madonna. La Madone sulfureuse du rock'n'roll a eu beau tirer ses cheveux et se convertir au chignon, la moitié de l'Argentine crie au sacrilège. Dans son cœur, Eva Perón est statufiée. Son ascension, ses intrigues oubliées. Evita est pour ainsi dire canonisée. Jusqu'au dernier moment, les péronistes ont essayé d'empêcher le tournage. Nous ne permettrons pas qu'une personne de bas instinct, qui de son propre aveu ignore de quel sexe elle est, qui a blasphémé et insulté la croix, incarne ce rôle. Evita ne mérite pas ce traitement infâme de la part d'un personnage que je ne veux vraiment pas nommer, de peur de me salir la bouche. Madonna dehors, mais Madonna reste et tourne. Et ne rechigne pas à jeter un peu d'huile sur le feu, sur le mode « Beaucoup de gens voient en Evita une sainte ou l'incarnation de Satan, quand je vous disais que c'était un rôle pour moi. » Bien, tout cela se passe en Argentine, où les péronistes parlent de faire réaliser leur propre film sur leur Evita éternelle. Mais où Madonna a également quelques bruyants adorateurs, pas choqués mais pas du tout, de l'avoir joué ce personnage d'un autre âge. Et pas même lassés d'attendre des apparitions qui ne viendront pas. En ces temps de vacances d'hiver, je vous propose d'avoir une pensée émue pour celles et ceux qui actuellement prennent des coups de soleil sur les plages antillaises, loin des pollutions urbaines. Les vacances en Guadeloupe, ce n'est pas seulement la chaise longue sous les cocotiers, mais aussi parfois des excursions qui tournent à l'aventure. Reportage Valérie Fourniou, Philippe Deslandes. Depuis la Guadeloupe, il faut plus d'1 heure en bateau pour rejoindre cet îlot, l'île des Carettes, qu'il découvre émerveillé, comme dans un rêve. J'ai arrêté ici pour réserver un petit carbet pour passer la journée. Et après, il y a une petite partie de pêche de prévu derrière la barrière de corail. Alors, bon, avis aux amateurs. S'il y en a qui sont malades, vous êtes virés du bateau. Allez faire bon zèbre. Les malades, s'abstenir, s'accrocher au bateau sous la houle tout en ajustant l'appât à l'hameçon est très difficile. Vous pensez que vous allez manger à midi? J'ai peur que ça soit réduit. Je compte sur mon fils qui est un fin pêcheur normalement. Un peu maigre pour 4 personnes. Heureusement, Élie, l'accompagnateur, a l'habitude. Pas mal, belle bête. Belle pêche aussi. Pourtant, ce sont les vacanciers qui décompressent. Le petit ponche là, c'est bon. Tout le monde fait pareil, tu vois. Vous avez pêché? Oui, 4. Oh. Mais... Il impose le respect, il a sauvé l'honneur des métropolitains. C'est une pêche à touristes. Le mec, quand il remonte sa ligne, il remonte un poisson, il ne sait même pas qu'il a un poisson, c'est un poisson qui voulait se suicider. Pas d'accord du tout, le pêcheur d'eau douce. Pas facile non plus. Hein. C'est pas de la pêche à la truite comme on a en France, par exemple, où vous allez dans une pisciculture, où tous les 30 secondes, vous sortez une truite. Non, c'est pas le cas là. Et pour cause, là, c'est la mer, la vraie. Oh, c'est l'excuse. C'est l'excuse pour faire une belle fête. Ah oui, c'est le pied. J'allais dire l'Amérique, non, c'est la Guadeloupe. Mais c'est vrai, c'est formidable. Et oui, la Guadeloupe devient l'Amérique quand on sait en savourer les richesses au rythme des tropiques, sans trop forcer, mais ça, les vacanciers savent encore le faire. Cette dernière information, pour être tout à fait complet, à Rome, le pape Jean-Paul II a suggéré aux catholiques de pratiquer non seulement le jeûne alimentaire en cette période de carême, mais aussi une sorte d'abstinence télévisuelle comme thérapie de l'âme, afin de rétablir la réflexion, mais aussi le dialogue entre les hommes. Avant d'éteindre votre téléviseur, attendez la fin des programmes sur France 2 et notamment le dernier journal vers minuit en compagnie d'Agnès Molinier. Dernier journal suivi de Musique au cœur consacré ce soir à la réouverture du Palais Garnier. Bon anniversaire à la Légion étrangère, 165 ans aujourd'hui, 165 ans pardon. Dans un instant la météo de Sophie Davant, un lundi beau mais froid. À 13h vous retrouvez Patrick Chen, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.